Au Burkina Faso, des affrontements mardi dernier entre des habitants de deux villages qui se disputent la construction d'un collège ont fait 3 morts et 20 blessés. Le bilan a été confirmé par le gouvernement. Au Nigeria, 2 kamikazes ont tué plus de 30 personnes dans un marché bondé de Yola, dans le nord-est du pays. Les 2 terroristes ont simulé une bagarre pour attirer la foule avant de se faire exploser. Enfin, le pape François, arrivé ce samedi à Sarajevo, a prêché la paix dans cette ville toujours meurtrie, 20 ans après la guerre qu'il avait ravagée, mais qu'il voit aujourd'hui comme un exemple pour le monde. Très heureux de vous retrouver sur SICA, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'information. Nous ouvrons ce journal par l'île Maurice. La nouvelle présidente élue, Amina Gourib Fakim, première femme à occuper ses fonctions honorifiques dans cet archipel de l'océan Indien, a prêté serment ce vendredi. La cérémonie a eu lieu devant le chef juge de la Cour suprême du pays. Des précisions dans ce reportage. La nouvelle présidente a juré, selon la formule prévue par la Constitution, de remplir fidèlement les fonctions de président, de défendre la Constitution, les institutions de la démocratie et la primauté du droit, et de veiller à ce que les droits fondamentaux soient protégés et l'unité de la nation mauricienne, diverse, maintenue et renforcée. Écoutez, nous fiers, hein? Surtout moi fier. Comme une première ministre, nous gagnons madame, occupe haute position. Nous faisons gagner d'abord speaker, c'était la présidente. Ah ben, c'est une grande fierté. Outre la présidente, 2 autres femmes occupent désormais des postes constitutionnels à Maurice, la vice-présidence de la République et la présidence de l'Assemblée nationale. Pas fin arrivé ça. Dans les annales de Maurice, jamais il n'est arrivé qu'il nous gagne 3 femmes qui occupent 3 postes constitutionnels. Ça, il faut un reflet de la société mauricienne. Amina Gourib Fakim était jusqu'ici directrice générale du Centre de phytothérapie et de recherche. Elle est titulaire d'une chaire universitaire en chimie organique à l'Université de Maurice depuis 2001 et fut doyenne de la faculté de sciences de l'Université de Maurice entre 2004 et 2010. Le Burkina Faso, à présent, des affrontements mardi dernier entre les habitants de 2 villages du sud-ouest du pays qui se disputaient la construction d'un collège ont fait 3 morts et 20 blessés selon un communiqué du gouvernement burkinabé. L'origine de ces affrontements remonte en 2014 quand le ministère de l'Éducation nationale avait attribué la construction de ce collège d'enseignement général au village de Outourou avant que le conseil municipal de Loumana, dont dépendaient les 2 villages, ne décide de son implantation à Néguéni. Jusqu'ici, les travaux n'avaient toujours pas démarré. Rappelons que le Burkina Faso a un taux de scolarisation parmi les plus bas au monde. Une autre information dans cette édition, au Nigeria, 2 kamikazes se sont fait exploser jeudi dernier, faisant une trentaine de morts et 28 blessés. L'attentat suicide a eu lieu dans le nord-est du Nigeria, plus précisément dans un marché bondé de Yola. Des détails dans cet élément. Les 2 kamikazes auraient enclenché une fausse bagarre afin d'attirer l'attention des passants et des marchands. Une fois rassemblés autour d'eux, les kamikazes ont déclenché leurs explosifs. Une explosion qui a fait plus de 31 personnes tuées et 38 autres blessées. Si pour l'instant l'attaque n'a pas été revendiquée, tous les regards se tournent vers le groupe islamiste armé Boko Haram qui a perpétré ces dernières semaines plusieurs attaques dans le nord de l'état d'Adamawa, dont Yola est la capitale. L'attaque de Yola a eu lieu quelques heures seulement après un attentat suicide présumé à un point de contrôle militaire près d'une caserne de Maiduguri, capitale de l'état voisin de Borno, faisant 4 morts au rang des soldats. La capitale de Maiduguri est sujette à des attaques régulières, mais l'accalmie y était revenue depuis peu, à tel point que la ville était même vue comme un havre de paix pour des centaines de milliers de déplacés, forcés de fuir leur foyer plus au nord du fait des combats.
La Tunisie, à présent, un couvre-feu a été décrété à 12 dans le sud du pays après des violences sporadiques entre habitants réclamant des emplois et forces de l'ordre. Il s'agit, selon les autorités tunisiennes, de préserver la sécurité publique et les vies des citoyens ainsi que leurs biens. Les protestataires ont bloqué des routes en brûlant des pneus et ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des gaz lacrymogènes. Précisons que des violences avaient déjà opposé en mai dernier des habitants de la ville de El Farouar à la police dans le même gouvernorat de Kabylie pour les mêmes raisons après l'annonce par les médias de la découverte d'un puits de pétrole dans la même région. Toujours en Tunisie, le pays est menacé par le danger du terrorisme et une situation économique difficile. C'est ce qu'a affirmé son Premier ministre Habib Essid lors d'une séance plénière qui s'est déroulée devant le président de l'Assemblée des représentants du peuple et un parterre de journalistes. Je vous propose ici de suivre à ce propos un extrait des propos du Premier ministre Habib Essid. Le phénomène du terrorisme figure en tête des défis. Il vise à perturber la sécurité de notre nation et sa stabilité. Il vise aussi à propager le chaos et à porter atteinte à l'économie nationale et à perturber la dynamique du développement. Nous avons décidé de renforcer la surveillance à la frontière de la Libye par des obstacles matériels sur 168 km, outre les préparatifs pour affronter les développements de la situation en Libye et ses répercussions humanitaires. Outre le danger du terrorisme, le gouvernement a fait face à une situation économique et financière qui s'aggrave d'une année sur l'autre. Ceci s'est manifesté notamment par la faible croissance, l'accroissement de la crise des finances publiques et la gravité de la situation financière de la majorité des entreprises et institutions publiques. Les propos du Premier ministre tunisien avaient été traduits par Johannes Toanou. Les nouvelles du souverain pontife à présent. Le pape François est arrivé ce samedi matin à Sarajevo où des milliers d'habitants de cette ville l'attendaient avec espoir. Le souverain pontife a prévu de rencontrer les membres de la présidence tripartite tournante du pays. Il doit par ailleurs célébrer une messe au stade olympique de Sarajevo où des dizaines de milliers de fidèles étaient déjà rassemblés. Nombre d'entre eux ont afflué de la Croatie voisine où près de 90% de la population est de confession catholique. Un tour en France à présent, quelques dizaines de prostituées se sont rassemblées vendredi dernier sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro à l'appel du syndicat du travail sexuel et de l'association des prostituées chinoises, les Roses d'Acier. Elles entendent commémorer les 40 ans de l'occupation symbolique de l'église Saint-Nazier à Lyon et manifester contre la proposition de loi examinée prochainement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale française. Reportage. Les députés ont rétabli mercredi en commission la pénalisation des clients de prostituées et ont abrogé le délit de racolage, deux dispositions que le Sénat avait en première lecture supprimées de la proposition de loi socialiste. Le texte, qui passera en séance le 12 juin, prévoit de punir l'achat d'actes sexuels d'une contravention de 1 500 €, comme dans sa version initiale adoptée par l'Assemblée en décembre 2013, avant d'être modifiée en mars 2015 par les députés. Les adversaires de la mesure affirment qu'elle poussera les prostituées à plus de clandestinité et de précarité en les mettant à la merci des rares clients. Il faut arrêter avec l'idéologie. La prostitution va continuer à exister en France. Nous sommes toujours là. C'est simplement qu'on va nous forcer à exercer dans des conditions pires et ça va être plus dangereux pour nous. En Suède, où l'achat d'actes sexuels est puni d'une amende et d'une peine d'emprisonnement, la prostitution de rue a été divisée par 2 en 10 ans. D'autre part, rien n'indique que la prostitution dans des lieux fermés ait augmenté du fait de l'interdiction. Le célèbre modèle suédois que la Suède vend à travers une vaste opération de communication. Même les Suédois reconnaissent que cela a fait augmenter la stigmatisation. Il n'y a pas eu de baisse du nombre de travailleurs de sexe. Nous sommes en fait plus nombreux que jamais. Nous sommes tous d'accord, mais ils continuent de dire que cette loi est super. En corollaire de la pénalisation du client, les députés ont supprimé le délit de racolage instauré par Nicolas Sarkozy en 2003. Des mesures d'accompagnement social et professionnel sont prévues pour celles qui veulent quitter la prostitution.
Les prostituées sans papier engagées dans ce projet pourront recevoir un titre de séjour d'1 an. En France, où la prostitution est légale, on estime à environ 30 000 le nombre de prostituées, dont une majorité d'étrangères, issues notamment d'Europe de l'Est, d'Afrique, de Chine et d'Amérique du Sud. Le ministre du pays est poursuivi pour corruption par la justice. Face à la situation, le chef de l'État conservateur, Klaus Iohannis, a demandé au Premier ministre de démissionner de son poste, chose que ce dernier n'envisage pas du tout faire puisqu'il rejette catégoriquement la demande du président. Reportage. C'est la première fois qu'un Premier ministre roumain en exercice fait l'objet de poursuites judiciaires. Les charges qui pèsent sur le chef du gouvernement sont nombreuses. Il est soupçonné de faux en écriture, de complicité d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent du temps où il était encore avocat entre 2007 et 2011. L'homme est également accusé de conflit d'intérêts. Un scandale qui pourrait faire basculer la Roumanie dans une crise politique. Pour éviter d'en arriver là, le chef de l'État roumain prend les devants et demande la démission de son Premier ministre. Le parquet national anticorruption a annoncé publiquement que le Premier ministre Victor Ponta est soupçonné de faits pénals. À mon avis, c'est une situation impossible pour la Roumanie d'avoir un Premier ministre soupçonné de faits pénals. En même temps, la pire chose qui pourrait arriver maintenant à la Roumanie, c'est une crise politique. Vu tout cela, je demande la démission du Premier ministre Victor Ponta. Une demande à laquelle s'oppose Victor Ponta, invoquant que seul le Parlement détient le pouvoir de sa destitution. Le parquet anticorruption a fait tomber ces derniers mois plusieurs personnalités très influentes, soupçonnées de corruption et venant de divers bords politiques. Un tour en Inde pour terminer cette édition. Des rebelles lourdement armés ont tué au moins 20 militaires dans une embuscade jeudi dernier dans le nord-est du pays, théâtre de violences séparatistes. Il s'agit, selon la police, de l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années. Plus de précisions dans ce reportage. Des soldats au cœur meurtri chargent les corps de leurs frères d'armes tués un peu plus tôt. Il s'agit de l'une des plus importantes attaques contre les forces de sécurité de ces dernières années en Inde. 12 autres soldats ont été blessés dans cette attaque contre un convoi militaire survenu tôt jeudi matin. Le convoi a été pris pour cible dans une zone reculée du district de Chandel, à environ 120 km au sud-ouest de la capitale de l'État d'Imphal, selon la police, qui a peu de détails en raison des difficultés de communication avec cette zone forestière. Aucun groupe n'a revendiqué cette attaque pour le moment. L'État du Manipur, frontalier de la Birmanie, abrite des dizaines de groupes tribaux et de petits groupes rebelles qui combattent le pouvoir central dans cette région. Les violences séparatistes durent depuis des décennies. Les groupes rebelles reprochent au gouvernement indien de ne pas se préoccuper du développement de ces régions, l'accusant de ne se soucier que du développement des 8 États du nord du pays, les plus riches. L'armée a annoncé avoir lancé une opération de recherche des assaillants. Au moins 50 000 personnes ont été tuées dans des violences séparatistes dans 6 des 7 États du nord-est de l'Inde depuis l'indépendance en 1947. C'était les informations de la mi-journée. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Retenez que l'information se poursuit sur le site internet de SICA, www.sicatv.info. Merci une fois encore de nous avoir suivis.